Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette deuxième partie de la FAQ de 2022. Avec cette petite introduction, je vous remercie d'être présent, je remercie le chat d'être là avec les habitués, les gens qui passent, qui vont et viennent. Bonsoir le rôdeur, bonsoir du Québec. Il doit être dans les alentours de 15 h je crois au Québec, non ? Alors nous avons tout un programme bien sûr sur cette foire aux questions 2022. On a commencé hier avec plus de 3 heures d'émission de questions et de réponses. Moi, ce que j'ai fait pendant toute l'année, c'est que je me suis noté plein de petites remarques, de petites choses qui se sont passées, aussi des événements planétaires sur lesquels je voudrais revenir dans une logique cinématographique ou au moins audiovisuelle. Et bien sûr, après, il y a les questions que vous voulez peut-être me poser. Il y en a qui ont déjà commencé sur Twitter. N'hésitez pas, si vous en avez, à m'envoyer un message, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, sous des vidéos. Et sur Discord, je suis disponible aussi maintenant sur Discord. Vous avez les liens de mes réseaux sociaux dans la description de ce live. Eh bien écoutez, on va commencer avec quelque chose qui est tout à fait normal pour une année 2022 qui célèbre les 10 ans de la chaîne, mais pas les 10 ans de Cinefiles. Encore une fois, je me permets de faire bien cette distinction entre l'ancienneté de l'émission et l'ancienneté de la chaîne YouTube, puisque les plus anciens savent que j'ai dû refaire ma chaîne plusieurs fois avant que celle-ci, qui a tenu depuis le 28 septembre 2012. Et je souhaiterais revenir sur plusieurs éléments de cette longue période. Le premier des changements, et je pense qu'on l'avait déjà évoqué un petit peu hier soir, c'est les changements dans la mentalité que j'ai par rapport au cinéma et par rapport à YouTube. Bon, déjà, il y a eu beaucoup de changements vis-à-vis de YouTube. Déjà, rien que l'apparition des lives, c'était pas le cas, en tout cas pas d'une façon aussi claire. Je trouve qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits pour que les lives YouTube soient très agréables, notamment cette qualité que je trouve exceptionnelle de pouvoir revenir sur la lecture du live à quel que soit le moment, soit à être en direct, soit revenir 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes avant, même tout le début. L'idée que les onglets communautaires, à l'époque, qui servaient presque de sous-forum à la chaîne YouTube, ont carrément disparu, sont maintenant relégués à des espèces de grandes annonces générales. Dans la sphère YouTube ciné, il y a beaucoup de gens qui font des lives. Il y en a même, c'est leur spécialité. Je veux dire, Megamax, tous ces gens-là font des lives. Donc les lives sur YouTube sont devenus quand même, avec le confinement qui a explosé pour le coup, ça a été vraiment une fonctionnalité maintenant au cœur de l'utilisation YouTube par les gens qui veulent faire un petit peu autre chose que simplement poster des vidéos. Et ça fonctionne bien. Hein. Il y a plein de choses qui sont bien sûr à améliorer, mais il y a plein de choses très positives vis-à-vis de cette nouvelle fonctionnalité. Qu'est-ce que, par rapport à YouTube même, l'utilisation que j'en fais, vous savez, la création des shorts, la création de certains onglets d'exploration de YouTube, l'algorithme et tout ça, moi j'ai vu que ça a évolué dans une espèce d'optique du rendement. Quand tu n'es pas dans le rendement, eh bien tu es un peu laissé aux oubliettes, c'est-à-dire que tu vas être très peu suggéré. Et bien sûr, quand tu te prends des strikes et tout ça, alors là, t'es carrément shadowban. Hein. Je pense que dans un sens, il est fort probable que je sois shadowban. Je pense pas qu'ils débannent des trucs comme ça, mais étant donné que j'ai eu plusieurs fois des strikes, je pense que je suis très probablement shadowban. Après, il est aussi clair que je ne fais pas du contenu très catchy qui attrape voilà, l'internaute. Donc forcément, la chaîne avance très lentement. Au-delà de simplement, avancer très lentement, je sais ce que je vaux quand je me confronte à une certaine tranche de personnes qui parlent de cinéma. Par rapport à une autre tranche, alors là je me sens vraiment minable. C'est quand les personnes parlent de cinéma, justement, que là je vois il y a vraiment des strates, il y a des espèces de gaps entre certains et certains autres, et bien sûr, je peux vous assurer que les gens qui font le plus d'abonnés ne sont pas forcément les gens les plus futés qui parlent de cinéma. Ou en tout cas,
je devrais dire, qui ne sont pas les plus curieux et qui, quand ils se retrouvent en live face à d'autres personnes, tout d'un coup, ils ne disent plus rien. Ce qui est quand même malheureux. C'est-à-dire que la personne fait de la médiation culturelle, elle fait de l'influence culturelle, ça marche, la chaîne a beaucoup de vues, la chaîne a beaucoup d'abonnés, mais la personne, hors de son cadre bien trop défini, est incapable de formuler quoi que ce soit d'intéressant. Même, justement, dans l'instantané, dans comment dire, dans un flux de paroles. Et je dis pas forcément d'être dans un conflit avec d'autres personnes lors d'un live, comme c'est malheureusement passé certaines fois. Je pense que vis-à-vis de YouTube, il faut déjà savoir la chance qu'on a et profiter de cette chance pour sortir justement des sentiers battus. Après, la question c'est, est-ce que nous voulons en vivre de YouTube? Pour moi, ce n'est pas le cas. J'espère que l'idée ne me reviendra pas dans la tête de façon plus insistante dans les années à venir, comme ce serait quand même terrible. Et là, au vu du nombre d'abonnés et la façon dont ça monte, je me l'imagine même pas. Ou en tout cas, j'essaierai de retarder cette échéance le plus longtemps possible. Sachez-le. En fait, je pense que pour en vivre, il faut au moins avoir un bon 80 000 abonnés, hein. Un bon 100 000, voire un peu plus, hein, et bien sûr plus encore si possible, pour espérer avoir une suffisamment... Vous savez, c'est comme les masses qui se dégraissent au fur et à mesure des filtres. Hein. On a 200 000 personnes qui sont 200 000 spectateurs potentiels. Sur les 200 000, il y en a 20 000 qui suivent de façon instantanée les vidéos. Sur les 20 000, il y en a peut-être 500 qui peuvent donner de l'argent. Et sur les 500, il y en a qui donnent un peu plus que 1 à 5 euros. Voilà, si on fait après les démarches d'aller chez Tipeee, tout ça, et de faire des lives pour recevoir un petit peu d'argent. Donc il faut penser gros de base, parce que les gens sont des fantômes, et les gens, bien sûr, n'ont pas forcément d'argent à donner à telle ou telle personne, surtout si elle donne à d'autres personnes. C'est pas des tirelires ambulantes, hein, les personnes, hein, les gens. Alors il y en a qui donnent très gros parce qu'ils gagnent extrêmement bien leur vie et ça fait partie des générations YouTube, parce que c'est vrai que voilà, on a tendance à penser que on est tous jeunes, voilà, sur Internet et sur YouTube, mais il y a de ces sommes des fois qui circulent sur certains lives, des coûts de 500 $ ou 50 euros, c'est quand même une somme, parce que c'est quelque chose que tu donnes à un YouTuber, c'est-à-dire finalement un inconnu, mais un inconnu qui a été divertissant pendant peut-être toute la période universitaire de la personne qui a très bien gagné sa vie, ou justement... Typiquement des gens qui viennent remercier, je dis un nom comme ça, Bob Lennon, parce qu'ils étaient à un moment très périlleux de leur vie, et voir les vidéos de Bob Lennon, ça a été vraiment formidable pour eux, et donc ils remercient ce YouTuber ou ce streamer hein, sur Twitch, ou les deux, avec de l'argent, pour leur remercier du soutien malgré eux, parce qu'eux ils faisaient simplement leur boulot de divertissement. Donc ça, j'ai vu ça émerger aussi, parce qu'en 2012, tout ça, ça n'existait pas. Hein. Ça n'existait pas, mesdames et messieurs. Hein. Donc tout ça a émergé, c'est-à-dire ce retour des utilisateurs sur les créateurs de contenu. L'idée de créer vraiment la communauté aidant le créateur de contenu, ça a vraiment émergé. Après, il y a eu des business models. Hein. C'est très amusant quand... On commence YouTube à une époque où les business models n'existaient pas et on faisait ça par passion, c'est-à-dire il y avait de la curiosité à faire des vidéos, à les poster sur le web et à voir ce que ça donnait. C'était un terrain d'expérimentation. Souvent, on fait ça pour s'amuser et la plupart des gens qui ont commencé il y a très longtemps, ils faisaient ça pour s'amuser et pour voir ce que ça donnait, en fait, pour voir où ça pouvait aller. Donc certains ont dit par passion et après ils se moquent du terme passion en rajoutant des $. Bon, tout ça c'est la vieille blague que tout le monde connaît, mais dans l'absolu souvent on commence comme ça. Hein. Après il y a eu la possibilité tout d'un coup d'en vivre, et il y a eu la phase que j'ai refusé d'avoir, parce que je crois que j'avais eu un ou deux mails, mais c'était pas du tout, c'était pour la chaîne avant. C'était pour la chaîne qui s'est fait strike, pas pour cette chaîne-ci, je crois pas de mémoire. C'était les networks.
qui allait protéger les youtubeurs contre d'éventuelles attaques de YouTube. Donc c'était une sorte de bouclier. Sauf que moi je me suis dit à chaque fois, si à un moment le network qui crame ou qui fait péter le contrat et tout ça, je suis à la merci de YouTube et dans la journée même, ma chaîne elle explose. Et ça me faisait froid dans le dos. Donc moi je ne souhaitais pas des networks, mais ça permettait d'installer une sorte de petit shield et de commencer à rémunérer, je crois, Enfin, de rémunérer, non. C'était pas ça, c'était sur ce que gagne le youtubeur, le network prend une partie. C'était ça, pardon. Donc il fallait qu'il gagne beaucoup. Et il y avait des logiques, bien sûr, de faire plus de vidéos à Noël, de faire voilà, certaines choses pour augmenter ses chances de gagner de l'argent. Bon, tout ça, c'est un petit peu tassé au bout d'un moment, puisqu'il y a eu les bloqueurs de vidéos. Enfin, les bloqueurs de pub, pardon. Vis-à-vis du cinéma, ça n'a guère changé. Hein. Il y a toujours, depuis le début, les films tendances. Les films, on sait que ça va faire du buzz. Hop, ça n'a vraiment pas changé. Mais il y a eu quelque chose d'autre qui est arrivé. Je ne sais pas exactement à quel moment. Mais ça a émergé d'un coup. C'est les reactions. Les reactions tout court, en fait. Même pas les reaction trailers. Vous savez, les reactions où les gens se filment en train de regarder des films. Et bien sûr, les reaction trailers. Avec des gens qui sont maintenant connus pour faire des reaction trailers. Ou même réagir à n'importe quoi. Que ce soit des images choquantes ou des explosions dans des raffineries turques ou des trucs marrants qui se sont passés lors d'un sport en particulier. Voilà. Alors, reaction trailer. Alors, pour le cinéma, on a eu quelques déclinaisons. Enfin, c'est du théâtre, hein. Je regarde des reactions, mais je regarde beaucoup plus des reactions de films. Donc des gens qui se filment en train de regarder des films. Et souvent, des personnes beaucoup plus jeunes qui regardent des films un peu anciens. Un peu anciens, j'entends par là, 90, début 2000. Vous savez, par exemple, des très jeunes qui regardent, ou des gens justement qui ne sont absolument pas cinéphiles. Ou qui ne connaissent pas du tout certains cinémas, certains films, certains styles de films, qui regardent des films pour lesquels ils ne sont pas du tout préparés. Par exemple, j'avais vu un vieux gars, un Américain, un vieux gars qui n'avait jamais vu La Ligne Verte, et forcément, ça touche. Le film, il touche énormément. Et à la fin, il était ravagé. Et à la fin, on a un débriefing justement de cette découverte où il dit deux, trois trucs et tout ça. Ça, par contre, j'aime beaucoup les couples. Voilà, le couple qui regarde ensemble un film, qui découvre ensemble un film et on voit les réactions de l'homme et de la femme. Et notamment, justement, vers des films qui sont forts en émotion. La Ligne Verte est un de ces films. C'est toujours intéressant de voir... Est-ce que l'homme va se retenir de pleurer? Donc c'est une sorte de petit labo, anthropologique, d'observer un petit peu les réactions des gens qui ne sont pas forcément, de ma génération, c'est des gens souvent beaucoup plus jeunes, de voir comment ils réagissent à certains films, certains aussi un petit peu plus, des films un peu plus anciens. Ça, par contre, j'aime bien voir ça de temps en temps. Je regarde pas la vidéo en entier. Souvent, je connais le film, donc je sais où ça fait mal. Donc, je me dépêche. Puis souvent, ce sont des résumés, vous voyez. Donc, il y a eu aussi cette pratique. Thomas Robert, tu dis, les vidéos réactions sont souvent surjouées et fake. Je pense que dans certains cas, c'est des réactions tout à fait normales. Je pense que par rapport au trailer, je pourrais être d'accord avec toi. Par rapport à des films, des fois des films qui font plus de 2 heures, à un moment on oublie qu'on est filmé et on regarde un petit peu ce qu'on est censé regarder, c'est-à-dire le film. Et on oublie en fait des réactions qu'on a, surtout si la personne se crée les bonnes conditions. Et puis bon, moi j'ai toujours été avec des gens très peu expressifs quand ils regardaient des films. Mais je pense qu'il existe aussi des gens qui sont très expressifs, qui ne peuvent pas s'empêcher de parler pour commenter le film, alors qu'ils le découvrent pour la première fois. Je pense qu'il existe aussi des gens comme ça. Et c'est peut-être précisément ces gens qui sont les plus à même à créer quelque chose d'intéressant avec des vidéos pareilles. Et puis j'ai aussi regardé des variantes un peu étranges, des chrétiens pratiquants qui regardaient des films, et bien sûr des films particuliers comme Le Prince d'Égypte, hein, ou des... moi je trouvais ça intéressant de voir un petit peu des gens un peu plus... finalement des spécialistes de certains sujets. Tout comme on a dans certaines chaînes YouTube des spécialistes par exemple en armement ou des anciens gangsters ou qui
qui parlent de films qui font de la fiction autour de leur spécialité à eux, de leur parcours de vie particulier. Ça aussi, c'est intéressant à voir. C'est une autre forme de réaction. Un ex-sniper de l'armée américaine qui regarde American Sniper et qui dit « Ouais, là c'est vrai, il a raison de caler sa respiration sur truc parce que si vous le faites pas, machin... » Enfin voilà, là c'est vraiment de la réaction pure d'un spécialiste, c'est-à-dire vraiment quelqu'un à qui on ne la fait pas, à qui la fiction ne peut pas arnaquer sur les gestes et l'attitude à avoir. L'utilisation de l'arme, par exemple. Ah oui, c'est vrai aussi toute cette pratique, en effet, Thomas, tu fais bien de le repréciser, la pratique aussi de certaines personnes qui écoutent de la musique d'autres pays et qui découvrent des chansons, des compositeurs des fois qui écoutent aussi des choses assez intéressantes et qui donnent leur avis. Ou des gens, ça aussi c'est très intéressant, des gens qui sont complètement bercés et qui n'ont écouté que du rap ou des variantes, mais que ça, la culture noire américaine, où les gens sont très isolés culturellement, et tout d'un coup, on les voit sur leur chaîne à découvrir des morceaux de musique classique ou des sons de personnalités qu'ils n'avaient jamais entendues avant. Par exemple, j'avais vu un noir qui écoutait Bohemian Rhapsody pour la première fois et il hallucinait de ce qu'il écoutait. Il l'avait jamais entendu. Il avait entendu le nom Queen de temps en temps, mais il n'avait jamais écouté un seul de leurs sons. Et lui, ça l'impressionnait. Parce qu'il n'avait jamais écouté la façon dont on fait les accords, dont on fait du rythme. C'est une autre génération, mais c'est aussi une autre musique que ce qu'il écoute ordinairement de son côté. Et ça, pour le coup, Internet est une bonne force de réappropriation culturelle d'autres cultures, d'autres goûts, d'autres musiques. Ou par exemple des compositeurs américains, voilà, des amateurs ou des professionnels qui font de l'écoute de musique asiatique ou d'utilisation de l'orchestre par les Japonais. Les Japonais sont assez forts vis-à-vis de ça. Et qui écoutent ça, très intrigués par les accords, l'utilisation des voix, l'utilisation du piano, des violons par les Japonais. Et il explique en même temps comment ça fonctionne, comment c'est différent justement de l'utilisation qu'offrait un occidental de ces instruments. Encore une fois, on est sur ces types de vidéos de réaction. C'est beaucoup plus complexe que simplement je regarde le trailer de Black Panther ou Wakanda Forever et je pleure. Il y a beaucoup plus de variantes maintenant. Ça s'est démocratisé, c'est devenu beaucoup plus large, cette idée de vidéo-réaction. Et c'est un business fort, florissant. Je n'ai jamais pris le temps de me poser justement des questions de cet ordre-là. Si j'allais faire par exemple des petits montages pour les YouTube Shorts, par exemple, ce qui pourrait être une possibilité, mais j'y ai pas pensé. Il y a moyen de créer quelque chose, de parler d'un film en 1 minute en utilisant vraiment le film. Mais est-ce que ça marcherait? Et je dis pas que ça marcherait du succès. Non, je suis même pas à ce stade-là, moi. Mais je me dis, est-ce que ça marcherait? Est-ce que l'idée serait bonne? Est-ce que le montage fonctionnerait? Est-ce que le format vertical fonctionnerait aussi? Donc ça, c'est un terrain d'expérimentation qu'il faudrait entamer. Bon, moi, je suis pas du tout dans cette idée-là parce que j'ai un peu du mal à générer du temps pour ça. Mais ça reste dans le coin de mon esprit. On nous donne la possibilité de faire d'autres formats sur YouTube. Donc il faut essayer de voir comment on peut engager le spectateur. Tous les moyens sont bons. Après, il faut essayer de trouver un compromis aussi avec ce qu'on considère comme trahir l'identité de sa chaîne ou arrondir les angles pour faciliter la visibilité de sa chaîne. C'est amusant, bonjour, que tu parles de TikTok, parce qu'il semblerait que peu à peu on ait des déplacements de violence et de terribles mutations sur TikTok. J'entends par là que les gens qui se plaignaient en masse de Facebook sont allés sur Twitter. Quand ils se sont rendus compte que Twitter c'était une poubelle, ils sont allés sur Instagram. Et quand ils se sont rendus compte qu'Instagram c'était n'importe quoi, ils sont allés sur TikTok. Vivement la période où les gens vont se rendre compte que TikTok c'est devenu n'importe quoi et après ils vont peut-être
encore migrer sur autre chose. Donc c'est une espèce de course qui n'en finit pas. À voir ce que fait YouTube. YouTube pour l'instant plutôt convenable. Il y a eu même des retours sur YouTube de la part de certains créateurs de contenu, parce que quand ils ont vu que sur Twitch il y a eu des petits changements de police, enfin des petits changements de loi sur l'argent qu'ils allaient recevoir, mais ils se sont dit tiens, on va peut-être pas mettre tous les œufs dans le même panier et on va revenir un petit peu sur YouTube. En 2012, c'était même mal vu d'essayer de gagner de l'argent avec YouTube, une autre époque. Ça fait 10 ans que c'est là, donc les problèmes se sont tassés. Pour certaines générations, c'est toujours le même problème. Gagner de l'argent avec YouTube ou Twitch. Tu critiques Twitter, mais t'en as un. Wishline. Alors, j'ai dit simplement que les gens qui se plaignaient que Twitter c'était une poubelle se sont déplacés sur Instagram. Ce sont les faits, tout simplement. Et puis tu considères Twitter comme une poubelle si tu te compromets dans la poubelle. Or moi, je reste bien loin de la poubelle, bien loin des problèmes qui pourraient me donner l'impression que Twitter est une poubelle et que je suis dans cette même poubelle. Tu vois ce que je veux dire, Wishline? Tu peux tout à fait te créer un flux d'actualité et de personnes qui t'entourent dans ton flux Twitter, qui soit tout à fait positif, épanouissant, culturellement, humainement. Tu peux tout à fait te protéger de toute la chienlit de la terre. Et des protestants, comme dit quelqu'un dans un film, dans Le shérif est en prison. Mais il suffit juste de faire un peu le tri, quoi, et de pas ajouter n'importe qui. Donc, je ne critique pas moi-même Twitter, je dis juste, et ce sont les faits, il y a des gens qui se sont déplacés en masse de Twitter, et je dis pas seulement du fait du rachat de Elon Musk, hein, mais parce que ils considéraient que c'était une poubelle, parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience. Moi je débute sur Twitter, donc pour moi pour l'instant, à titre personnel, dans mes flux à moi, je ne vois pas de mauvaise expérience, je vois juste beaucoup de gens ronchonner, mais ça... c'était déjà le cas sur Facebook, hein, donc ça ne change pas. Après, moi je sais par exemple, je ne vais pas me mettre à liker ou répondre à ces ronchonnements, parce qu'après je suis dans une espèce de boucle et ça n'en finit jamais. Hein. Moi je suis plutôt là pour vous partager des films ou des documentaires ou des fois 2-3 idées pour mettre en avant mes vidéos. Et bien sûr après avec quelques autres personnes on se communique des informations. Là par exemple ce soir même j'ai mangé mon petit repas du soir avec une suggestion de Jus de Melon qui m'a suggéré sur Twitter un court-métrage documentaire qui est exceptionnel, que j'ai aussi repartagé sur Discord. C'est L'île aux fleurs, qui date de 1989, d'un quelqu'un que je ne connais pas du tout, Jorge Furtado. Alors ça, c'est complètement épatant. J'étais sur le cul, hein. Vraiment. Vraiment c'est exceptionnel, j'ai jamais vu ça. Ça m'évoque beaucoup le travail de Luc Moulet et aussi le travail de Chris Marker et Alain René dans Les Stateurs meurent aussi. Et Luc Moulet, moi ça m'évoque essai d'ouverture sur les trucs d'ouverture de Coca là. La façon dont il découpe, la façon dont il présente objectivement les choses, sans mettre de l'émotionnel, mais bien sûr dans le montage il y a de l'émotionnel, c'est très très intéressant. Là, alors je vous rappelle le titre, vraiment une leçon de montage, hein. Vraiment, pour moi qui suis monteur, j'ai vu ça, je me dis oh là 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 là, ça donne envie de faire un peu la même chose, hein. Ça s'appelle L'île aux fleurs, c'est un court-métrage de 12 minutes, vous pouvez le trouver sur YouTube, hein. Franchement, waouh, impressionnant, impressionnant. Et ça justement, c'est par le fait d'un partage sur Twitter. Et pour moi, Twitter, je le considère vraiment comme un partage de culture, pas pour un partage de haine et de ressenti parce que la RATP ne fonctionne pas, ou vous voyez, des trucs comme ça, quoi. On a une impression en fonction de son utilisation. Ce qui revient d'ailleurs à re-évoquer la question des nouveaux... Des impressions que j'ai sur Twitter et de Discord. Bon, Discord, j'ai un peu plus d'expérience que Twitter.
Discord, j'ai utilisé pour des réseaux de gaming, donc c'était pas exactement la même chose. Mais même dans les réseaux de gaming, on a des cas sociaux, hein. On n'échappe pas à ce problème-là, c'est-à-dire des gens très isolés qui ont leur propre schéma de pensée, et du coup c'est très difficile de communiquer avec eux parce qu'ils sont dans un déni du groupe. C'est des gens qui ne fonctionnent pas pour le groupe, ils fonctionnent pour eux-mêmes. Et quand ils sont dans un groupe où l'esprit de communauté doit fonctionner avant l'esprit individuel, c'est très 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 compliqué de leur faire entendre raison. Et du coup ça crée toute une sorte de conflit, et je me suis retrouvé des fois à faire à être un représentant des ressources humaines pendant plus de 24 heures. Presque en continu. Il y a une fois où j'ai passé de 9h du matin jusqu'à 23h30, ou même minuit je crois, j'ai fait les ressources humaines en étant devenu le bureau des plaintes. Donc c'est le même problème que sur Twitter, hein. C'est encore une fois en fonction de l'utilisation et des strates auxquelles on s'abonne et auxquelles on participe. Et en plus, bien sûr, quand c'est du gaming où c'est humain contre humain, alors là c'est le festival de la violence. Mais là, voilà, si on revient sur une utilisation de Discord plus sur culturel et cinéma, ça peut très très bien se passer. Bon, on a un peu les mêmes cas que pour Twitter, c'est-à-dire qu'on a des gens qui pensent qu'ils sont des grands cinéphiles et qui viennent avec leur science éclaboussant les autres qui connaissent peut-être un peu moins de films. Quand on crée une communauté, c'est pour ça aussi que je voulais m'isoler de certains Discords de cinéma et faire aussi un Discord à moi. Quand on a une communauté qui est un peu plus âgée, qui est bienveillante et qui aime bien le partage et recevoir et donner de la culture, tout se passe très très bien, hein. Donc voilà, je dirais un peu la mentalité que j'ai eue, les découvertes aussi que j'ai fait par rapport à Internet, à YouTube ces dernières années. Sur 10 ans, il y a eu beaucoup de choses. Et vis-à-vis du cinéma, c'est compliqué. C'est vrai que bon, alors je dis du cinéma, hein, pas des gens qui parlent de cinéma, parce que ça c'est encore une autre question, hein. Moi, j'ai tassé en fait l'envie de voir l'année même. C'est-à-dire que là, nous sommes en 2022, et moi, je me suis absolument pas senti obligé de regarder des films de 2022. Tout ça se tasse, notamment les films qui sont soi-disant des grands succès ou des grands films à voir, et un an après, on les a déjà oubliés. Donc des effets d'annonce et des effets de l'instant. C'est-à-dire un diktat de la médiatisation à laquelle je fais un gros fuck. C'est-à-dire moi j'ai d'autres films à regarder, j'ai d'autres classiques à découvrir. Je regarde un peu de films de 2022, mais vraiment je ne cours pas après. Je souhaite avoir quelque chose d'un peu plus équilibré, combler des lacunes. Et du coup, les tendances qui s'affichent sur 10 ans d'évolution du cinéma, moi, ne m'apparaissent pas du tout claires parce que je ne vis pas l'année. Je ne vis pas l'année même en cinéma. Je ne peux que faire des petits constats, qui sont plus des constats esthétiques, et encore, on parle de quoi là? De quoi on parle? On parle du cinéma américain, grand spectacle. Et ça, c'est pas le cinéma, c'est la majorité bruyante. Vous savez, c'est comme les ultra-riches dans le monde, hein. Une majorité d'argent dépensé pour finalement 0,5% de la population mondiale qui ont beaucoup d'argent. Mais ces gens-là peuvent déployer des montagnes de fric pour se rendre le plus visible possible, et carrément être plus visible qu'un continent entier. Donc finalement, les films, c'est aussi un petit peu ça. Le nombre stratosphérique de mash-up, vous savez, année 2020, année 2021, année 2022, qui sont faits pas forcément par des Américains, hein, mais qui sont faits par n'importe qui se disent cinéphiles ou qui ont envie de montrer un amour de cinéma. Et dans tout ça, on a 95% de cinéma américain, et les derniers pourcents, ça se bat entre quelques films européens et du coréen. Voilà. Ça, en fait, c'est pas représenter l'année, en fait. Si on devait vraiment représenter l'année, on devrait regarder beaucoup plus de films autour. Donc cette perspective aussi de connaître l'année de cinéma, personne ne peut l'avoir. Ce serait qu'un cumul, en fait. Il faudrait quelqu'un qui ait vu beaucoup de films européens, quelqu'un qui a vu beaucoup de films américains, quelqu'un qui a vu des films
de l'hémisphère sud, parce qu'ils existent, mais on n'y pense même pas. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'hémisphère nord, mais l'hémisphère sud, alors là, il n'y a personne. Hein. Tout ce qui est continent africain, tout ce qui est Amérique du Sud, tout ce qui est cinéma indien, tout ce qui est Océanie et australien, alors là, il n'y a personne au balcon. Hein. Après, il faut les trouver dans les offres légales. Il faut dépenser de l'argent, et puisque les gens n'ont plus d'argent forcément à dépenser, c'est bien pour ça que, et on en reparlera un peu plus tard dans la soirée, qu'il y a des problèmes pour aller au cinéma actuellement en France, semble-t-il. Hein, c'est pour ça que le CNC a fait une pub pour ramener les gens au cinéma. On en parlera de cette pub. On a du mal à trouver une sorte d'équilibre pour se donner une vraie impression de qu'est-ce qu'il y a eu dans cette année 2022 en film, dans l'ensemble. Est-ce qu'il y a des choses qui émergent, et pas seulement américains? Parce que je tiens quand même à dire que le cinéma américain n'est pas le cinéma mondial, et que les personnages qu'on a dans des séries ou des films américains, c'est pas nous Français. Quand j'entends certaines personnes dire s'assimiler quasiment, mais quasiment, hein, c'est quasiment pas, comment dire, ils font pas de détour en fait. Assimiler leur vécu d'adolescent et le vécu d'adolescent américain de Euphoria, moi je trouve que c'est un peu problématique. Parce qu'on est sur des adolescents américains d'une génération qui n'existe même pas, parce que je tiens quand même à préciser que cette génération qu'évoque Euphoria, j'en avais rapidement discuté hier, c'est une génération qui en même temps est issue d'un fantasme de son créateur, et donc un fantasme d'une génération actuelle qui a les portables et tout ça, et en même temps c'est un micmac avec ses expériences à lui qu'il a eu en tant qu'adolescent. Donc lui, puisqu'il est né en 85, le créateur de la série, donc il a eu l'adolescence de 17 à 20 ans à peu près, grossièrement entre début 2000 à 2005. Donc dans les périodes où on n'avait pas forcément toutes les technologies que les jeunes ont en 2018. Donc c'est en même temps des espèces d'expériences d'une génération qui a été dans d'autres mœurs, et en même temps un fantasme de sa part dans les utilisations des technologies des générations actuelles. Donc ça ne représente aucune génération, c'est un micmac, c'est encore une sorte de fantasme. C'est très compliqué d'avoir une image claire, une image juste, c'est ça, une image juste de ce qu'est le cinéma actuellement, et d'en voir l'évolution, d'autant plus quand, comme moi, on ne fait pas l'effort de voir un peu plus de films dans l'année même. Je souhaiterais avoir cette capacité à dire, là entre 2010 et 2014, il y a eu ça en tendance à partir de 2012 et tout ça, c'est pas possible. Et puis on sait tous qu'au bout de 15-20 ans, on commence à voir les choses émerger dans les années 2000-2010. Mais ça, dans l'instantané, c'est très 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 compliqué de le voir. À moins que bien sûr qu'il y ait eu des événements marquants. Par exemple le Covid, on a eu quelques films qui ont émergé post-Covid. Et je pense que la guerre en Ukraine, on aura des choses. Des thrillers de complot politique, des films de guerre. On aura forcément, d'une façon ou d'une autre. N'as-tu jamais l'idée d'exporter tes critiques sur Spotify? Je les ai toujours considérés plus comme des podcasts audio, et je trouve qu'ils pourraient davantage trouver leur public sur cette plateforme. Non, bonjour, j'ai pas eu cette idée. Je considère que si je devais les faire en podcast, eh bien je devrais remanier complètement la formule de la critique et largement plus peaufiner mon son. Ce que je ne fais pas à ce point-là pour YouTube. Après, bonjour, j'ai encore cette idée que les gens regardent mes vidéos avec une enceinte, alors que la plupart regardent les vidéos avec des écouteurs et sur la page, et pas du tout sur leur mobile. Alors que maintenant les tendances, ça c'est une tendance YouTube qui a aussi changé. Maintenant la tendance mobile pour regarder est clairement écrasante par rapport au reste, alors que c'était pas le cas en 2012. Et il est clair que le son de mes vidéos des fois laisse à désirer, donc je devrais bien plus peaufiner le son, mais si je le fais, mais je passerai tellement plus de temps dessus. Donc moi, ça me pose un problème Spotify. Il faudrait vraiment que je fasse un truc dédié à Spotify
Plutôt que... Après, on m'a dit aussi, un copain qui m'a dit, ah, tu sais, tes vidéos, bah, elles s'arrêtent au bout de 30 minutes parce que comment dire, la page, elle se ferme. Ou il y a une pub ou je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas laisser la vidéo tourner pendant plus de 30 minutes. Il y a une espèce d'arrêt de YouTube ou je sais plus quoi. Je sais plus ce qu'il m'avait dit. Je dis, ah bon, ok, donc c'est une pratique assez désastreuse. Et ça, bien sûr, on n'a pas, je suppose, sur ces sites comme Spotify. Après, moi, encore une fois, là, vous n'avez pas affaire à un jeune, vous avez affaire à un vieux. Donc, moi, cette pratique de tout d'un coup, le truc s'arrête alors que j'ai rien demandé, pour moi, c'est absurde. Mais bon, c'est comme ça que les mobiles fonctionnent. C'est pour ça que les formats courts sont davantage privilégiés. Mais ça, enfin, je vais pas me niquer mon propos parce que, voilà, je veux pas avoir mon spectateur qui se barre au bout de 30 minutes parce que YouTube s'est arrêté ou je sais pas quoi. Hein. Quand il m'a dit ça, ça m'a beaucoup choqué même. Bonjour, tu me dis tu es très exigeant. Beaucoup de podcasts Spotify ont une qualité sonore inférieure à celle de tes vidéos. Ah ouais, bah c'est gentil. Mais tu vois, des fois, quand je m'enregistre, que je réécoute après, j'ai beaucoup de respiration. Tu vois, quand je termine une phrase, tu vois ça, je le fais très souvent. Et j'en ai enlevé beaucoup. Au dernier moment, j'en ai enlevé beaucoup sur la vidéo d'analyse d'Avatar qui vient de sortir, là sur Vimeo. Vous pouvez aller la voir quand vous voulez. Allez sur Vimeo, il y a un lien sur YouTube. Hein. J'ai fait une petite vidéo de présentation rapide sur YouTube. J'ai fait beaucoup de... Parce que je parle comme ça, je reprends ma respiration, ça s'entend. J'essaye de l'enlever le plus souvent possible, mais des fois, je le laisse par pur automatisme d'écoute. Je fais même plus attention à ce problème. Et quand on est vraiment sur de l'écoute au casque, eh bien, ça s'entend et c'est un peu gênant. Et j'ai aussi le problème de l'organisation de l'enregistrement, c'est-à-dire que moi, là, j'ai mon enregistreur. C'est pas un micro, hein, c'est un enregistreur Zoom H2N avec une espèce de mousse sur le micro. Voilà, bon, je vous ai pété les oreilles. Et sur un mini trépied. Et il est devant moi à, pourrait-on dire, 15-20 cm à peu près. Bon, grossièrement. Hein. Bon, je peux m'approcher vraiment très proche du micro, mais je me suis bien rendu compte que lors de l'enregistrement, eh bien, les P, ils sont très mal réceptionnés par l'enregistreur. Et souvent, je dois baisser le P parce que ça attaque beaucoup au son. Et du coup, c'est pas agréable quand on l'écoute en écouteur. Parce que moi, j'écoute la plupart des trucs, je les écoute sur petite enceinte. Donc moi, ça me fait ni chaud ni froid. Mais puisque maintenant, la pratique de l'écoute audio se fait beaucoup plus par écouteur, parce que les gens sont dans le métro ou dans la voiture, sur mobile, et ils ont leurs petits écouteurs, eh bien, ce genre d'agression sonore, c'est moins toléré. Donc, je dois faire attention à cette perspective-là. Alors non, je n'ai pas de filtre pop. J'ai précisément les éléments que je vous ai dit juste avant. Et c'est une installation, je me dis, mais sur quoi je vais le foutre, le filtre pop, en fait. Puis là, tu vois, c'est des investissements. Je me dis, mais moi, je gagne pas ma vie avec YouTube, je vais pas m'acheter des filtres pop et tout ça. Si tout d'un coup, je devais vraiment gagner ma vie sur YouTube... faire un boulot rémunéré où je parle de films et tout ça, oui, là, peut-être je ferai un investissement. Mais là, non, je me dis, bon, de toute façon, je gagne pas, je vais pas me faire chier, tout ça. De toute façon, ce qui est important, c'est que c'est mes propos, c'est pas le comment de mes propos. Moi, je cours pas après la mise en scène de mes propos. Il y en a, c'est devenu leur drogue. Hein. J'ai vu récemment la vidéo de la séance de Marty. Le mec est tellement désespéré qu'on l'entende qu'il surdramatise ses propos. Il surmise en scène ses propos au point que ça en devient juste ridicule. Il devient ridicule, alors que je pense qu'il ne le souhaite pas. Hein. Mais je me suis découvert que je ne l'aimais pas du tout. Alors que c'est vraiment une mise en scène super. Hein. Mais il y a une overdose qui en fait... précisément ce qu'il déteste lui, c'est-à-dire qu'il reproche à Marvel d'être sans consistance et de se cacher derrière des feux d'artifice, mais il se rend même pas compte qu'il fait exactement la même chose. C'est-à-dire que ses propos, c'est cousu de fil blanc, parce qu'il va convaincre personne en s'agitant comme un gamin à la voix, parce que vraiment dans le dernier Batman, il y a, dans sa dernière vidéo sur Batman, c'est vraiment des trucs comme ça, hein. Et il y a une espèce d'excès de mise en scène, de flouriture, d'effets, beaucoup d'effets qui rendent le tout indigeste,
qui ne crée pas du tout d'ambiance, qui surjoue, c'est du surjeu de la mise en scène de son propos. Donc tout ça se noie dans un chaos qui est bon sur l'instant, mais bon, moi si j'ai envie d'être diverti, je regarde un film en fait. Moi j'attends des propos un peu plus complets qu'un gamin qui se plaint, quoi. Est-ce que j'ai envie de voir une vidéo sur un mec qui se plaint en 4K avec des effets spéciaux? Non. Et c'est vraiment dommage, parce que le mec, il a un talent de fou. Il connaît bien mieux les possibilités de logiciel que moi. Mais à un niveau, il disait que la plupart des choses qu'il faisait, c'était sur Premiere. Mais le niveau de précision et d'utilisation du potentiel du logiciel, mais je suis à des années-lumière de son niveau. C'est hallucinant ce qu'il fait. Et pourquoi? Et c'est ça qui me tue le plus. C'est pour se plaindre. C'est tout ce qu'il a à nous dire. C'est affolant. Voilà. Moi, je trouve ça affolant. C'est du talent, mais un vrai talent gâché. C'est un truc de fou. Donc oui, moi je considère que pour Spotify, il faudrait que je fasse un travail, et notamment un travail d'ambiance, de musique, de recherche de son, pour animer un petit peu plus mon dialogue. Je pense que ça vaudrait mieux que simplement poser le contenu de YouTube sur Spotify. En tout cas, j'aurai l'exigence de ça. Je ne dis pas que je vais respecter des standards, mais que si je devais faire quelque chose pour une plateforme qui est spécialisée dans le son, je souhaiterais faire davantage, quoi, de faire un truc plus porté sur ce qui est mis en valeur sur la plateforme, c'est-à-dire le son. Une petite mise en scène sonore, vous savez, comme les fictions sonores. Vous voyez ce que je veux dire? Un travail bien. Après, je ne suis pas mixeur, il y a des choses qui m'échapperont, mais voilà, moi je souhaiterais faire un truc comme ça si je devais me mettre sur Spotify. Je regardais un peu le The Event, mais j'avais vraiment beaucoup suivi le RPZ. RPZ, j'avais 7 streams de lancés, donc je regardais les trucs en direct sur 7 streams différents. C'était AlphaCast, il y avait Moment, il y avait Avamind, il y avait... ça dépendait des cas, hein, mais des fois je regardais le JDG aussi, parce qu'il y avait des trucs qui se mettaient en même temps. Donc voilà, c'était la fiction 2.0, mais littéralement 2.0, là où il y a une fiction, on est obligé de suivre un suivi, quoi, donc on est obligé de suivre un truc. Là, littéralement, on a une situation et on voit ce qui se passe de l'autre côté de la exacte situation. Ça donne une fiction à 360, une fiction en relief, en 3D. C'est un scénario en 3D. C'était assez vibrant, hein. Entre les mecs, quand ils font un cast, tu vois, les mecs qui sont à l'intérieur et les mecs qui sont à l'extérieur qui essayent de négocier. Quand je me rappelle, moi je suivais beaucoup le duo GG et Bernard Pichon. Je suivais beaucoup, hein, AlphaCast, j'ai beaucoup suivi sur cette période avec Ted. À un moment, il y en avait un qui était à l'intérieur de la banque, qui se faisait prendre, enfin, il devait sortir de la banque, et l'autre qui était à l'extérieur de la banque, qui essayait de trouver une voiture pour les faire sortir de là. Et du coup, je regardais les deux streams un peu en même temps. Quand ils arrêtaient leur coup de fil, eh bien, je regardais l'un puis l'autre pour voir un petit peu comment ça se passait. Donc, on a une vision en 2-3 dimensions d'une même situation. C'est assez inédit, hein. C'est ultra jouissif. Bernard Pichon. Moi je trouvais ça, les gars qui venaient comme deux mecs de la campagne, un peu bourrés, un peu cons, et à la fin des 2 semaines, c'était devenu des espèces de caïds, de mecs de la pègre, qui avaient réacheté la boîte de striptease là. Oui, toi tu avais vu Zerator, Darius. Oui, lui aussi, il est arrivé des trucs incroyables. Non, ça c'était une expérience de la fiction qui était exceptionnel. J'ai jamais vu un truc comme ça. Surtout vraiment quand vous les regardez en direct, hein. Tout se passe en même temps, rien n'est scripté, tout. C'est ça aussi qui est intéressant avec le RP sur GTA, c'est que tout arrive en synchronisation avec des événements, et c'est aux capacités d'interprétation et d'improvisation des gens qui amènent à des moments de scénario qui sont dignes de film, vraiment dignes de film. Surtout pour des gens qui ne se destinent pas à faire dans le théâtre, ou voilà, qui sont des streamers, des gens normaux, et tout d'un coup on leur demande de créer des personnages
voire même de faire des voix, parce que AlphaCast, il faisait quand même la voix de Gérard Pichon, qui était le voix d'un vieux, et à chaque fois qu'il jouait, pendant 7 ou 8 heures par jour, il faisait la voix d'un vieux. Donc ça, il faut quand même le faire, quoi. Voilà, donc la fiction, j'espère qu'ils vont en refaire un, parce que c'était vraiment une expérience, c'est une expérience qui avait cassé les statistiques de Twitch, hein. Il y avait énormément de gens qui suivaient, hein. C'était des pics de 700 000 à 1 million de personnes, hein. C'était très important, hein. Est-ce que j'aime le JDR habituellement? Alors j'aime beaucoup la perspective d'un JDR, mais j'en ai jamais fait. Mais je pense que j'aimerais beaucoup. Mais je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer des gens avec qui je pourrais le faire, ou tu vois, d'être en communauté. J'ai pas eu cette occasion-là. C'est pour ça que je pense que Baldur's Gate 3, ça va beaucoup me faire du bien. Ça va me faire plaisir de créer un personnage, de jouer le personnage. J'ai des 3 idées, ça pourrait être amusant. En soi, je sais que de mon côté, j'accorde une importance au son et je réenregistre énormément mes prises. C'est assez handicapant. Ah, avec Kylian, je comprends tout à fait, hein. Vous avez jamais vu le bordel que moi j'ai quand je termine mes critiques, hein. J'enlève des fois 1 heure entière sur, on va dire, 3 heures d'enregistrement. Des fois, j'arrive à enlever 1 heure parce que c'est pendant cette heure-là, c'est tout plein de petits morceaux que j'ai enlevés. C'est un nettoyage du son que je fais. Et ça, je le fais depuis le début de ma chaîne. Je n'arrive pas à sortir des trucs propres d'un coup. À chaque fois, il y a 40 minutes, 1 heure de déchets à enlever. Là où il y a le moins de déchets, c'est quand je suis en duo. Parce que j'ai vraiment quelqu'un avec qui parler et les choses sont plus dynamiques, plus instantanées. Je cherche moins mes mots parce que j'ai quelqu'un en face qui m'aide. C'est un public. Donc tu parles à quelqu'un, tu cherches moins tes mots. Ce que j'ai remarqué... Et ça, ce sera plus maintenant une sorte de mini-catalogue de ce qui est arrivé sur YouTube. C'est l'arrivée de YouTube Ciné. Alors au départ, moi quand j'ai commencé à faire des vidéos, il y avait très peu de gens qui discutaient de cinéma. Et il y avait quand même une activité qui se faisait sur Dailymotion, notamment avec MJ, Michael J. Et je me rappelle, je crois qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Seb Angelus, qui faisait aussi des vidéos, mais qui reprenait clairement Yannick Dahan. Vous savez, c'est un peu comme le Daron, les chroniques du Daron, qui faisait aussi à la Yannick Dahan. Il était déjà là, MJ. Oh oui, il est plus âgé que... En termes de YouTube cinéma, il est plus âgé que moi. Après, c'était peut-être d'autres programmes aussi qu'il faisait. C'était Alert Spoiler, je crois. Ou peut-être vraiment ce qu'il y avait avant Alert Spoiler. Donc on avait vraiment beaucoup de gens qui étaient influencés par Yannick Dahan. Et on a l'émergence de quelques personnes. Moi, je pense bien sûr à Elvis Grandier, Flower Hybrid, qui faisait des vidéos, je m'en rappelle très bien, et Matt Data Critique, Mathieu Blum, qui a émergé aussi en 2011, quasiment en même temps que moi, sur la création vraiment de vidéos sur le cinéma. Lui, il avait commencé État Critique, moi je commençais à faire des vidéos sur le cinéma, c'était pas encore estampillé Cinefiles. On a commencé en même temps à faire des vidéos sur le cinéma, en 2011, en printemps 2011, et en 2012, et on a eu une grosse flopée. Alors là, c'est la flopée, la vraie flopée de ouf. Où on a eu Le Fossoyeur, on a eu Durandal, je crois qu'il y a eu peut-être dans les parages Mister 3D, on a eu le Ciné-Raté. Le Ciné-Raté, c'était quelque chose aussi, hein. Mais bon, le mec, c'était vraiment le mec dans sa hutte qui faisait des vidéos sur des films pourris. Bon, mais ça avait son petit succès, le mec, il était content. Et à l'époque de Ciné-Raté, ils avaient créé un truc qui s'appelle les Critic Nights. Oh putain, ça remonte, c'est tellement vieux ce truc. Mais c'était un truc tout pété. On m'avait d'ailleurs proposé de les rejoindre, mais moi je sentais que c'était tout pété de base. Et j'ai refusé d'y aller. Mais bon, ça n'avait pas marché. Faut savoir aussi, mais je l'avais déjà dit, mais que Durandal avait remodelé une de ses chaînes d'humour, qui s'appelait Le Démon du Rire, en chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'il avait reformulé sa chaîne, il avait rechangé le nom et tout ça. Donc il commençait déjà avec beaucoup d'abonnés par rapport à des gens comme moi qui ont commencé de tout simplement 0. Donc ça lui donnait un bon avantage et déjà une bonne visibilité sur ses vlogs, sur ses contenus. Est-ce qu'on t'a proposé de rejoindre Voxmaker? Non, pas du tout. Non. Je regardais pas vraiment le contenu de Voxmaker. De temps en temps, sans pseudo, mais vraiment, j'étais assez lointain de ce qu'il faisait. Oui, tu tombais... Ouais, exactement, bonjour. On tombait assez rapidement sur Mathieu Blum. Il a fait quelques très beaux scores, par moment.
avec le détecteur de Bouzas et tout ça. Bon, c'était des vieux machins, c'était des vieux bails, comme on dit. Et après, il y a eu la transition avec j'ai trop de mémoire, avec Anthony Pazzona. Et on a eu aussi autre chose que j'ai sous-estimé, mais il est clair que ça a eu un impact sur beaucoup de créateurs. C'est Karim Debache. Parce que maintenant, je vois plein de vidéos qui sont des copier-coller de Karim Debache. Dans les structures, donc vraiment dans la structure de comment on agence les propos et les gags et tout ça. Je trouve que Nexus 6, c'est Karim Debache tout court. C'est du Karim Debache. C'est-à-dire, ouais, vraiment, je peux même pas être plus clair que ça. Ça, c'est arrivé vraiment... Et il y a des sous-Karim, hein, oui, il y a des sous-Karim. Il y a beaucoup de gens sous-Karim. Hein. J'espère qu'il a un grand manteau parce qu'il va devoir tous les couvrir pour Noël. Oui, non, il y a eu vraiment une vague qui arrivait quelques années plus tard Mais quand je dis ce rapport avec Karim, c'est vraiment dans la structure où, vous savez, vous faites un grand résumé humoristique de tout le film et après vous parlez un petit peu du film sur des petites étapes et vous faites de l'humour et vous parlez de cohérence et tout ça. Vous partez à la chasse à la cohérence, vraiment des trucs assez aberrants. Et vous vous moquez du film, voilà, se moquer du film, hein. Tous les films pourris, tous ces trucs, la suite de trop, t'as vu ce film, enfin tous ces chaînes qui ont justement beaucoup de succès parce qu'ils surfent sur une tendance. Le Nostalgia Critique, alors là c'est là où moi Nostalgia Critique j'ai quasiment jamais regardé, donc mais oui, Karim Debache est aussi issu, donc pour moi ça c'est pas parler de cinéma, hein. Ça n'existe pas, ça fait des vues, mais on ne parle pas de cinéma là. C'est pas parce que tu fais un catalogue d'anecdotes de tournage, voilà, 2 heures de perdu. Arthur, tu as mis dans le mille aussi. C'est pas parce que tu fais un catalogue d'anecdotes de tournage que ça donne de la valeur au film. Donc il y a des pratiques en fait pour parler de cinéma qui sont, je trouve, à chier et qui nuisent aussi à des gens qui sont dans l'attente de réception culturelle. Des gens qui vont regarder ces films-là, qu'est-ce qu'ils vont en retirer? C'est ça aussi. À aucun moment, je pense honnêtement qu'à aucun moment, tous ces gens-là se sont posé la question de l'influence culturelle qu'ils vont avoir sur les gens qui sont en train de se former culturellement au cinéma. Est-ce que je suis le seul à trouver ça irresponsable? Là, je le prends avec un terme très très fort, très sérieux, mais au final, c'est ce qu'il y a. Link the Sun. Oui, voilà, Arthur, tu as aussi mentionné... Et en 2016, on a eu une nouvelle vague de youtubeurs ciné. Donc déjà, on a eu certains qui ont émergé, alors qu'ils faisaient des vidéos depuis toujours. Je pense à Reggie Gorilla, qui faisait des vidéos déjà en 2012. Hein. Il était tout jeune. Hein. Déjà en 2012, il faisait des vidéos. Hein. Je me rappelle qu'il avait fait une vidéo sur Prometheus. Je crois même que j'avais commenté, peut-être. Il me semble, en tout cas je l'avais vu, ça c'était sûr. Sa vidéo sur Prometheus, et sur Covenant aussi bien sûr. Et au bout d'un moment, il a explosé. Je crois que quand il commençait de parler de séries, je crois que c'est avec les séries qu'il a commencé à exploser. Et après, voilà, maintenant il est comme ça. Mais déjà en 2016, il était là. Et 2015-2016, on a une nouvelle vague de gens. Les cousins du cinéma, Zoltan... Valou Artworks, je sais pas de quand il date lui. Après les gens plus ou moins bien, on est d'accord, hein. Mais on a une nouvelle vague en 2016 et après le Covid, là ça a été plus ou moins autour du Covid, hein, un peu avant, un peu après. Alors là c'était devenu... Alors ça c'était, Arthur tu fais bien de dire, la deuxième vague. Oh putain, il y a eu une montagne de gens, pour le meilleur comme pour le pire. On est d'accord sur ça aussi. Ça a été assez colossal. En effet, tu fais bien de le reformuler. Bonjour, Debache a eu une influence sur la passion des cinéphiles de ma génération. Et après, idem pour Durandal, Fossoyeur et d'autres. Ils ont été des portes d'entrée. Oui, en effet. Là, je ne peux pas contester ça. Ils ont été des portes d'entrée. Je trouve que faire du LOL avec des films, c'est moins irresponsable que ceux qui veulent en parler sérieusement et qui disent de la merde. Nous sommes d'accord sur ce principe, Maxime, mais quand tu as l'occasion de parler à beaucoup de gens d'un film, et souvent d'un film qui a du potentiel d'être intéressant, je trouve que c'est tellement gâcher le potentiel de ce film que d'en parler avec du LOL, parce qu'après peut-être les gens ne vont le voir plus que par le prisme de ce qu'ils en ont entendu par le biais de ce youtubeur ou de ce créateur de contenu. Et ça pour moi c'est être irresponsable.
Mais je sais, et c'est là, c'est une déformation que j'ai, et vous pourrez tout à fait me donner cet argument contre moi, c'est que je prends le cinéma très à cœur. Je lui donne une haute valeur, vous voyez. Or, ce n'est pas du tout le cas de beaucoup de gens, hein. Il y a beaucoup de youtubeurs qui font des essais vidéo sur le cinéma aussi, comme Mr Bobbin, Cinescope, Réservoir Vlog, La Séance de Marty, Le Clap également. Absolument. Après, ce sont des styles. Les styles sont un peu différents, hein, en fonction des capacités de chacun, bien sûr. Ça, moi, je trouve c'est plus porteur, c'est plus intéressant. Mais après, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde aussi. Quand les mecs... et ça, c'était un truc que je voulais dire. D'ailleurs, encore une fois, sur ces trucs de machin, c'est l'évolution de la critique YouTube. Il y a une machine à hype que les gens ont bien compris. Et quand t'as ces espèces d'escrocs à la con qui te font des titres à la con du style, et je peux vous dire avec la musique que j'entends, ça va très très bien avec ce que je dis, qui te font un truc en mode... c'était quoi? La planète au trésor. Ce film sous-estimé pour faire venir les gens et pour au final te faire sur 15 minutes de film, sur 15 minutes de vidéo, te faire 10 minutes sur la production, 3 minutes sur le résumé et 2 minutes sur leur avis, c'est de la putain d'escroquerie. Bonjour à toi le clap. Parce que lui, il fait ça presque tout le temps. Une autre chaîne que j'ai vue récemment, je vais vous dire laquelle c'est, un truc sur lequel je me suis abonné là tout récemment, justement pour précisément voir s'il va y avoir des changements. Qu'est-ce que c'était que cette chaîne? Voilà, ça s'appelle Les Chroniques de l'Axe. Quand je vois un titre qui s'appelle Pirates des Caraïbes, pourquoi est-ce une réussite mondiale, ou Princesse Mononoke est sous-estimée, ou encore pourquoi Tarzan est-il unique? Et quand je regarde la vidéo pour voir ce que c'est, parce que c'est vrai que le titre est putaclic, et que c'est finalement la majorité de la vidéo, c'est juste de la production à la con, c'est-à-dire qu'un truc que n'importe qui peut prendre et peut tirer aussi à son avantage pour plus ou moins le propos. Et après, vraiment des trucs de box-office et tout ça, c'est du foutage de gueule. Donc, il y a des chaînes qui sont soi-disant des vidéos essais, ce sont des arnaques ambulantes. Il n'y a pas de propos, je vous assure, mais je vous assure que moi, quand je sortirai mon premier épisode sur Caniba, qui sera une vidéo essai, que j'avais montré lors du live anniversaire des 10 ans, alors là, on va jouer sur une autre catégorie. Là, on va être dans la cour des grands. Hein. Pas peut-être en termes de forme, parce que moi, j'ai toujours un problème à faire des formes de ouf, mais en termes de propos, on va être dans une autre catégorie. Hein. Ça, je vous le jure. Parce que moi, ça, c'est de l'escroquerie. Hein. Vraiment. C'est une perception qu'ils ont de certains films et une perception qu'ils ont de comment parler de façon savante d'un film. Si c'est pour évoquer de la production, moi je lis un Wikipédia anglais, ça revient au même. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces tocards? Et pourtant je vois qu'ils essayent de faire des efforts, ils font de magnifiques miniatures, ils mettent quand même en scène un peu leurs propos. Mais tu te rends compte que c'est vain. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Alors il y en a qui font un travail formidable, mais formidable. Cinéma et politique. Là, la chaîne qui fait de longues chroniques sur un cinéma très politisé, tout ça, la forme, elle est parfaite, elle est claire, lente, tranquille, très 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 propre, professionnelle. Les propos, c'est très documenté, c'est très bien raconté, la voix off est impeccable. Là, c'est un vrai beau travail de vidéo essai, même presque de documentaire. On est presque à un niveau un peu plus haut encore. Ça, c'est super bien. Il y a beaucoup de vidéos essais en anglais qui sont de façon très très bien fait. Les voix anglaises quand ils font des vidéos essais, c'est vraiment très très bien. Hein. J'en avais vu une récemment là qui dure 1 heure. Je sais plus de qui c'est. Patrick quelque chose. Attendez, je vais essayer de retrouver. Oh là, j'ai tellement d'abonnements, c'est un truc de malade. Patrick Willems sur Zack Snyder. Le vidéo essai, c'est du béton. C'est très intéressant, c'est bien présenté. Le mec, il travaille ses propos. C'est-à-dire qu'il a un propos sur le film. C'est pas faire un résumé, parler de chiffres de box-office et parler de la production. Non, c'est vraiment se pose des problèmes de propos. Sur les ralentis, sur une structure, sur un message. Et on va loin. Mais il y en a, c'est des escroqueries. Hein. Moi, je vois ça, je me dis, oh là là, comment les mecs, ils peuvent penser qu'ils font du bon travail. Et ça, c'est complètement indépendant des vues. On sait que les vues et les abonnés, c'est fucked up sur YouTube, quoi. Et tout ça, bien sûr, c'est pour alimenter une machine à hype, hein, pour se
se générer du clic. Hein. Bah justement, j'ai cliqué pour voir, ah, je suis victime. Mais je me rends compte aussi que quand on connaît pas la chaîne, il faut quand même voir quelques vidéos, j'en ai vu 4-5 pour me faire une idée. Et oui, c'était n'importe quoi. Hein. Et le clap, je suis assez souvent déçu de ce qu'il fait. Alors très bien, la voix mielleuse, tout ça, ok. Mais bon, quand tu tapes un peu plus dans le film, tu te rends compte qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Parce qu'encore une fois, moi, je peux chercher le même amoncellement d'éléments de making-of, je peux les trouver moi-même. Donc moi, ce que je veux entendre de sa part, c'est ce que lui, il en retire, lui. Et pas des espèces de trucs que j'ai entendus 500 millions de fois en critique. Le cœur de ce qu'il touche. Et ça, comme ce que je vous ai dit hier soir, ça revient à parler de soi-même. Et à se mettre potentiellement en danger. Donc oui, c'est parler de soi-même. Du rapport au film, c'est le rapport intime. Et ça, parler de soi-même, c'est compliqué. C'est pas donné à n'importe qui. Alors il faut le déguiser, il faut le travailler. Donc c'est un propos, ça peut prendre du temps de formuler le propos. Moi je vois ça, vous voyez, je suis complètement dépité. J'ai vraiment l'impression d'être un vieux con. Hein. Mais je suis de base, enfin par rapport à l'ancienneté de ma chaîne, je suis vieux. Sur YouTube, sur Internet. Princesse Mononoke sous-estimée, de où? Ben oui, de où? De où? Et vis-à-vis de Tarzan, moi je suis pas d'accord en fait que c'est un film unique ou tout ça. Fantasia 2000 est beaucoup plus unique dans son style, dans son projet que Tarzan. Hein. La seule chose qui rend Tarzan un petit peu spécial, c'est le Deep Canvas. Mais encore, le Deep Canvas a déjà été utilisé sous une forme primitive dans Aladdin. C'est là où je mets aussi un veto. Là, je m'emporte et je dis que ce sont des tocards et qui devraient un peu plus bosser leurs vidéos. En aucun cas, je viendrai leur casser les couilles en commentaire pour leur dire « Ah, ce que tu fais, c'est de la merde et tout ça !» Jamais. Je laisse ça à des gens qui ne savent pas se retenir, à des gens qui n'ont pas de discipline. Moi, je vois que c'est un contenu qui est pour moi très faible. Je ne vais pas venir leur casser les couilles en disant « Ton contenu, c'est vraiment de la merde, hein, tu ferais mieux de bosser, mon petit. » Jamais. Je poserai à la limite des questions. Mais je viendrai pas leur casser les couilles. Hein. Parce qu'il y a tout le temps de changer. Il y a tout le temps d'améliorer des choses, de changer les contenus et tout ça. Si clairement je connaissais ces gens personnellement, bah oui, là je leur dirais, bon, tu sais que tu te rends compte que t'as pas dit grand chose en fait sur ton propos, c'est un peu dommage. Voilà, j'aurais une vraie discussion avec la personne, quoi. Oui, je ne dirais pas faire chier les gens en commentaire, je suis pas un hater. Donc je viens pas casser les gens en commentaire. C'est vraiment la distinction entre là, une fois par an, je me décharge un petit peu sur ce que je vois, sur la médiocrité que je vois autour de moi sur YouTube, mais autrement, sur ma pratique même de YouTube, je ne fais quasiment aucun commentaire négatif sur toute l'année. Hein. Je dis plutôt merci pour la vidéo, ou merci pour le partage, ou des choses comme ça, et je m'arrête là. Hein. Ce qui me permet d'ailleurs d'enchaîner sur un autre point vis-à-vis de YouTube, c'est que ça m'a permis de rester assez longtemps sur YouTube, c'est-à-dire de tenir très longtemps, parce que je ne me suis pas mêlé en fait de ce qui me regardait pas, je me suis pas mêlé, enfin je me suis pas créé des entourloupes avec d'autres YouTubeurs. De mémoire, je crois qu'en 10 ans, ça ne m'est jamais arrivé. Ou alors si ça m'est arrivé, ça me sort de l'esprit. Et je n'ai pas fait aussi de plan pour ma chaîne. J'ai fait au fur et à mesure des choses qui me venaient à l'esprit, et ça m'a pas généré de frustration. Là où des gens qui contraignent énormément leur contenu se rendent compte au bout de 4-5 ans que ils se sont auto-condamnés à faire la même chose. Et puis ne pas en vivre génère aussi une liberté qui est vraiment tranquille. Ce qui me permet des fois aussi de ne pas avoir justement l'énergie, parce que je ne suis pas contraint de faire quoi que ce soit, pour terminer des projets. Par exemple, si je puis remonter des vieux dossiers, je devais faire une vidéo sur Stalker, j'ai jamais fait la vidéo sur Stalker. Je devais faire 2 analyses de séquences sur Ben-Hur, je sais Luc que toi tu es très à cheval sur ça, et que tu as déjà vu la première vidéo d'analyse, hein. C'est toujours pas sorti. Que je devais faire une soi-disant 2e rétrospective, j'ai toujours pas fait. Et des projets comme ça, j'en ai des tonnes. La fameuse énorme vidéo colossale que je voulais faire en 2011 sur l'IMAX, vous n'avez qu'un résumé de 7 minutes sur mes petites chroniques que j'avais faites sur Hopper.fr. Je crois que j'ai encore tous les papiers, hein.
projet, j'ai pas réussi à le terminer. Et j'ai des dossiers, hein, mais j'ai pas terminé. Il y a plein de trucs comme ça. Mais tant que j'ai encore les dossiers, il y a peut-être un moment où je relancerai la machine. Hein. Anonyme, tu me dis, j'avais critiqué personnellement Durandal et In the Panda à l'époque, les deux m'ont répondu. Ah, en plus, ils t'ont répondu. Ah bah ça, c'est déjà bien qu'ils t'aient répondu. Et crois-moi, rien n'a changé. Oui, mais parce qu'après, les mecs, ils doivent générer un flux de vidéos pour générer de l'argent. Et ça, du coup, ça prend le pas sur des questionnements artistico narratifs de leurs vidéos et même sur les propos tout court. Ah oui, bien sûr, il n'y a aucun souci, Anonyme. Je me doute bien que voilà, tu souhaites quand même, tu manifestais ton mécontentement vis-à-vis de certaines choses, je suppose, et ton envie de voir certaines choses changer, oui, bah, c'est sûr. Hein. Donc oui, bon, moi je suis tenu parce que je me suis pas mêlé de grand-chose, mais du coup, je n'ai aussi pas fait grand-chose. Je n'ai pas changé beaucoup de choses dans ma façon de faire des vidéos. Donc c'est ça aussi qui m'a permis de tenir aussi longtemps. J'étais un peu en sous-marin, quoi. Bon, je le suis toujours un petit peu, hein. Ça me surprendrait tout d'un coup d'avoir 50 000 abonnés, de faire des lives à 200-300 personnes. Alors là, Luc, t'auras des collègues modérateurs, hein, si c'est le cas. Je prendrai peut-être Théo, je prendrai peut-être Kylian, je prendrai peut-être Arthur en modérateur, en fonction de la présence. Je rajouterai du monde. Ce qui a aussi pas trop évolué sur la chaîne en 10 ans, c'est ma façon de présenter les critiques, de présenter mes propos. Bon, la facecam, ça a été de base un manque de technique, c'est-à-dire que je n'avais pas de caméra et après ça aurait amené à d'autres choses, c'est-à-dire être présentable, avoir un décor derrière qui soit convenable, et j'entends pas des trucs avec des néons à la con, hein. J'entends avoir une armoire derrière moi, pas avoir mes chaussettes et mes slips, hein, les vrais savent, et voilà, et m'être peigné un petit peu, quoi, parce que voilà, sinon mes cheveux c'est le bordel, et ça, moi j'avais pas envie de le faire, c'était vraiment de la flemme, hein. C'est parfois intéressant, les infos sur la production d'un film, surtout quand elle était assez complexe et qu'elle a subi certains virages, notamment Hook. Les infos pertinentes sont rares. Oui, mais tu peux les trouver toi-même. Donc c'est, encore une fois, c'est ce que j'avais dit hier vis-à-vis de Méa, c'est un médiateur. Mais si toi tu veux pas de médiateur, tu veux chercher à la source, qu'est-ce qui te reste du médiateur? Pas grand-chose en fait. C'est une affaire après de savoir où sont les infos. Mais ça se trouve. Ça dépend de la volonté de la personne de se renseigner. Si la personne, par exemple, a un propos métaphorique et va utiliser des éléments de production pour participer à l'argumentation pour faire sa démonstration théorique, là, je trouve que c'est une utilisation du contexte et de la production qui est à bon escient. Mais faire un bloc production parce que il faut faire un bloc production, pour moi, c'est de la flemmardise. C'est en fonction des sources que la personne a. Donc des fois, c'est insuffisant ou c'est des choses qu'on peut trouver soi-même. Et dans l'absolu, ça parle pas du film. Ça parle de quelque chose autour du film, mais pas du film. Ça parle pas des personnages, ça parle pas de l'histoire, ça parle pas de la mise en scène. Ça parle de comment Non, mais j'en parle de la mise en scène, du plan. Mais les gens ne peuvent pas montrer le plan parce qu'ils sont sur YouTube. Donc ils parlent de ce qu'il y a autour du plan. Et ça, pour moi, c'est un problème. C'est-à-dire que tu parles pas de cinéma, là. Et finalement, c'est là où je me suis beaucoup retrouvé... on en a très longuement discuté avec Samir de la chaîne Microciné. Et je me rends compte que je suis assez d'accord avec lui. Et c'est en cela aussi qu'il y a beaucoup de choses... quand je faisais les critiques qui étaient très factuelles. Et j'ai... assez tassé ça. Et maintenant je me rends compte que des fois ce qui prend le plus de temps dans mes critiques, c'est absolument pas le factuel et les trucs de tournage. Ça s'est beaucoup réduit. Maintenant sur les grosses vidéos et tout ça, l'histoire et les personnages ont pris plus de place, l'entièreté de la vidéo, que la production, c'est-à-dire les éléments de production et les contextes de production même. Parce qu'après souvent j'enchaîne avec la mise en scène et là je parle du film, je parle de choses concrètes. Ah, je suis absolument navré pour toi, Thomas. Oui, la réutilisation de choses sur Internet, c'est dramatique. J'en sais quelque chose. Parce que
moi, quand je fais des critiques, je fais une razzia de textes. C'est-à-dire que je prends tous les textes sur Internet qui existent en anglais et en français, je les fous dans un traitement de texte, souvent absolument pas avec la source. Hein. Et je lis tout, et je prends des morceaux d'expression, des phrases des fois qui m'évoquent des sujets, qui m'évoquent de quoi parler, et après je redonne tout pour que ça fasse mon plan de bataille. Et après, c'est parti. Et bah des fois c'est arrivé qu'il y ait 2-3 personnes qui se sont dit ça c'est pas un truc que j'ai dit. Et du coup je me suis retrouvé en litige avec un des sites Disney, je crois que c'était Chronique Disney, pour le Bossu de Notre-Dame, et un mec sur Sens Critique qui m'a cassé les couilles. Et puis moi-même j'ai été victime puisqu'il y a un con à un moment qui à un moment j'ai découvert sur YouTube qu'il y avait un mec qui avait uploadé toutes mes vidéos, mais quand je dis toutes, c'est toutes, hein. Toutes mes vidéos de ma chaîne YouTube sur un compte à la con pour faire des vues, ou je sais pas ce qu'il voulait faire, mais le truc, je crois que ça s'est cassé la gueule. Donc moi, je comprends aussi ce que tu dis vis-à-vis de la réutilisation. Ça revient à un dernier point, c'est quelqu'un qui m'a dit, mais je pense qu'il était jeune, parce qu'on peut pas me sortir ça comme ça, sachant qu'il y a beaucoup de gens quand même sur Internet qui parlent de cinéma. Il m'a dit, tu es le meilleur cinéphile de YouTube. Alors déjà non, ça je pense que non, il y en a qui savent beaucoup plus que moi. Rien que Samir de Microciné, il met à peu près tout le monde à l'amende, parce que lui il parle de cinéma pour le coup. Mais si on comprend en tant que cinéphile le savoir et le cumul de films, ce n'est pas ça être cinéphile. Là avec ça je réfute l'idée. Être cinéphile, ce n'est pas que faire un catalogue de films, c'est savoir en discuter, être ouvert à tout type de film, ne pas faire un geste de croix quand on évoque la nouvelle vague ou d'autres cinémas. C'est le dialogue avec les autres, dialoguer avec les autres en véritable dialogue en live ou être curieux en fait de la parole des autres. C'est-à-dire que moi, sur ma chaîne, vous m'avez pas souvent entendu dialoguer avec les autres. Des fois, je dialogue avec certains invités, mais ça s'arrête là. Mais quand je dis être ouvert au dialogue, c'est-à-dire que, et c'est ce que je vous disais juste avant, c'est que je fais la razzia des critiques quand je vais évoquer un film. Donc je suis confronté à plein d'avis différents. Là, je peux vous dire que pour Blonde d'Andrew Dominique, mais je m'en coltine des critiques qui donc détestaient le film. Moi, j'ai plutôt aimé. Hein. Putain, y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé le film. Et je regarde ces critiques. J'en prends conscience. Je les inclus dans mon processus critique de Blonde. Chose, par exemple, typique, mais c'est évident, que Durandal n'a pas fait avec Stanley Kubrick. Durandal ne s'est pas dit, tiens, si je lisais le bouquin de Simon sur Kubrick avec les interviews et tout ça, pour me faire une idée. Si j'avais pas loupé quelque chose. Non, c'est évident qu'il l'a pas fait. C'est évident. Et ça, c'est un manque de curiosité, de dialogue. C'est quelqu'un qui manque de dialogue. Ce que je veux dire, c'est que le dialogue ne passe pas forcément qu'être avec quelqu'un d'autre et dialoguer. C'est aussi s'ouvrir à d'autres discours. C'est pour ça que je regarde régulièrement les articles du site Le cinéma est politique, si ça rentre dans le cadre d'un film que je veux évoquer. Par exemple, Avatar, j'ai regardé leur article sur Avatar. Même si c'est un truc où je suis pas d'accord avec beaucoup de nombreux de leurs points. Mais je l'ai quand même lu. Je fais pas l'impasse. Il faut être ouvert à un maximum d'approches et d'avis sur tel ou tel film. Et c'est là où on peut dire on est ouvert au dialogue. En plus, bien sûr, d'être ouvert au dialogue directement, quoi. Maintenant, j'hésite à vous parler d'un sujet, et je pense que ce sera le dernier sujet pour ce soir. Et c'est un sujet, malheureusement, que cette personne a rendu public, qui, moi, m'a un peu surpris. Petit contexte de la chose, vous savez très bien que sur Sens Critique, on a mis ma page, on a mis une page Cinefiles un peu, par défaut, sans qu'on m'ait averti. Et du coup, il y a des activités qui se passent sur cette page vis-à-vis de mon émission, que je regarde plus ou moins régulièrement. Récemment, il y a quelqu'un, il y a plusieurs mois, il y a quelqu'un qui a posté une note qui est la sienne sur la chaîne, hein, ça, c'est lui que ça regarde, mais qui a agrémenté cette note d'un commentaire.
Et c'est un commentaire avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. Et c'est en plus quelqu'un qui, je pense, aurait pu très bien me poser cette question et formuler un dialogue avec moi en FAQ directement, puisque c'est quelqu'un qui regarde quand même ce que je fais, et qui n'a pas voulu, je suppose, mais qui m'a pas donné ce commentaire en privé. Si ce commentaire avait été en privé, bien sûr, ça aurait été resté en privé et ça serait arrêté là. Mais étant donné que le commentaire est en public, eh bien, moi, ça m'a titillé, je lui ai répondu. Il m'a pas répondu en retour, donc sûrement que la réponse était assez claire. Mais j'ai envie de revenir sur cette idée-là et peut-être aussi avoir votre avis sur le chat. Alors, je vais vous lire ce que cette personne a dit. Donc c'est visible par tout le monde sur Sens Critique. Cette personne m'a dit qu'elle a attribué une note assez faible, faible, la moyenne, on va dire la moyenne, ce n'est pas comment on considère les notes, mais la moyenne à ma chaîne, et a formulé le commentaire suivant. Plus il avance, plus il me déçoit. Elle est loin l'époque où il m'a... je vais corriger en même temps les fautes, où il m'a fasciné avec ses avis de films Disney, de films inspirés de Mad Max, ou même ses avis sur les premiers films du DCU. Même des vidéos qu'il faisait en duo étaient plus intéressantes. Maintenant, c'est devenu un gros aigri rabat-joie qui aime grand max 2 ou 3 films par an. Encore là, dans sa dernière FAQ, il dit que Expendables sont tous pourris et que Last Night in Soho est chiant, car il a déjà vu ça plusieurs fois avant, et que seuls des gens qui ont vu peu de films ou qui aiment des trucs comme le dernier Spider-Man, cherche ta comparaison toute pétée, peuvent aimer le film, et qu'en plus, le mec se noie dans ses références comme une mouche dans la bière. C'est juste insupportable et prétentieux. Qu'il aille postuler chez les Unrock, voilà, il aura une place tout de suite. Facilement le youtubeur qui me déçoit le plus ces dernières années. Ça, c'est le commentaire qu'il a formulé. Moi, je vois ça, je me dis, ouh là 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 là, moi je vais prendre bien le temps de bien décortiquer le commentaire et de répondre étape par étape. Ça, c'est des trucs vraiment, je prends le commentaire, je le mets dans un traitement de texte, je sépare toutes les phrases, je regarde une phrase après l'autre et je fais un paragraphe par phrase. Voilà, moi je fonctionne comme ça. Quand ce sont des choses de cet ordre-là, je prends bien le temps de bien considérer le commentaire. Et c'est aussi la même chose sur Facebook, sur YouTube. Je lui ai formulé la réponse suivante. Je te remercie pour le message qui souligne tes inquiétudes. J'aurais bien souhaité que tu me le formules pendant ma période de FAQ, mais bon, c'est pas grave. Tu es en train de me demander d'être aussi enjoué de ce que je vois qu'il y a 10 ans. Parce que je ne sais pas si tu t'en rends compte de l'affaire, mais ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Je fais ça, donc que je m'occupe de ma chaîne. Et il est clair que quand on a à voir... voilà, et il est clair que ce qu'on a à voir est moins attrayant qu'à l'époque, bien, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Et qu'est-ce qui me sépare de moi d'il y a 10 ans? L'expérience du regard et les films que j'ai vus. J'espère que ce n'est pas ça que tu es en train de me reprocher. C'est pour cela aussi que je fais moins de critiques de films actuels. Tu penses sincèrement que je peux être le même au bout de 10 ans? Personne ne l'est. Les demandes et les exigences se déplacent. Je pense pas que tu sois très au courant de ce que je fais. Je fais, ces dernières années, beaucoup plus d'interventions ailleurs sur YouTube que sur toutes mes 10 années comprises, entières. Notamment chez Microciné, récemment chez Jules Melon, là avec une émission sur La Jetée. Et j'en suis absolument ravi. Samir a été une rencontre fantastique pour moi. Il y a moins de vidéos, oui, parce qu'elles sont plus longues, et je mets moins de temps dedans. Cela avait été mon souhait depuis des années, et je le disais déjà dans chaque FAQ d'ailleurs. Les critiques en duo, le Covid n'a pas aidé à l'affaire. Il est clair que pour ma part, j'ai envie d'avoir la personne à côté de moi quand je dialogue avec elle. Je crois aussi qu'il y a quelque chose que tu ne saisis pas. Sur l'année, je vois plus de choses, c'est ce que je vous disais, je vois plus de choses que la trace que je laisse sur ma chaîne.
On dirait que tu veux l'ignorer, mais je te le dis, je regarde bien les films de l'année en cours, que je rattrape autant que des films plus anciens. Mais je ne vis pas de cette chaîne. Je ne vais pas passer mes journées à faire des vidéos pour vous parler de la vingtaine ou de la trentaine de films que j'ai aimés ou moins aimés dans l'année. Tout ce que tu soulignes me semble être juste l'évidence des circonstances et de l'évolution de mes exigences, de ce qui m'attire, du temps que je prends pour aussi. À te lire, j'ai l'impression que tu n'es pas content de ce que je suis devenu parce que tu souhaites que je reste celui que j'ai été. Mais ça, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas me demander cela. Donc ça, c'était ma réponse à son commentaire. Je pense que j'ai répondu d'une façon tout à fait convenable. Après, ça souligne des questions qui sont plus globales sur mon tempérament vis-à-vis de l'impression que je donne sur la chaîne, c'est-à-dire, suis-je devenu aigri? Ou plus généralement, suis-je devenu méprisant? Alors, la question, il est clair, c'est que moi, j'ai dépassé un cap d'âge, de génération pour lesquels certains films sont faits, et il est clair qu'il y a des films qui ne sont plus faits pour moi, ou des séries même qui ne sont plus faits pour moi. Des films aussi, des périodes de ma vie sur lesquelles je n'ai pas eu des considérations, et du coup il y a des séries ou des films qui sont complètement ancrés dans ces générations ou dans des périodes que je n'ai pas vécues, donc moi qui me passe complètement à côté. Je veux dire par exemple, en ce moment il y a beaucoup, quand la série était en période de diffusion, la série Euphoria, qui a beaucoup de réputation et tout ça. Moi, je sais que c'est une série qui ne pourra pas m'intéresser, voire même que je pourrais détester. Dans ce cas-là, je la regarde même pas, parce que je sais que je ne fais pas partie de la génération. Déjà, Euphoria, c'est compliqué qu'elle appartienne à une quelconque génération, parce qu'elle est issue, on va dire, d'une génération portable, mais elle est issue d'une expérience de quelqu'un qui est issu des années 2000. Donc on est de base sur une espèce d'hybridation des générations quand elle est montrée comme ça dans la série. Bon, ça c'est encore d'autres considérations vis-à-vis d'Euphoria. Mais il y a des choses, je sais très bien que ce n'est plus pour moi. Que je regarde, comme je vous le disais avant, pour me faire une idée, mais je sais très bien que ça ne pourra pas me plaire, parce que j'ai dépassé le cap. Je cherche autre chose. Et cette personne souhaite, en fait, me garder dans une sorte de cocon de film, dans une façon de parler aussi du film. Et ça, ça peut pas être toléré. Ce n'est pas envisageable. J'évoque certains films qui seraient plus forts que d'autres. Oui, certainement, pour lui, c'est de la condescendance. Mais quand tu mets les films côte à côte et que tu évoques leur potentiel, il y en a clairement qui se destinent plus à de la consommation instantanée, pour un plaisir qui est instantané, mais qui ne va pas laisser grand-chose par la suite, et d'autres qui vont travailler le spectateur, qui vont, ce qu'on pourrait appeler souvent, le hanter. Des images marquantes, des propos, de l'émotion marquante, par rapport à d'autres qui sont plus instantanés. Donc pour moi, quand j'évoque les derniers Spider-Man, pour moi, ce sont clairement des films qui sont des films instantanés. Là où d'autres films sont vont plus hanter sur une plus longue période. Et ça, c'est aussi une affaire de génération. C'est-à-dire qu'à aucun moment, cette personne ne s'est posé la question de la génération. Et ça, c'est un vrai problème sur Internet, parce que, en plus, vis-à-vis de moi qui ne me montre pas à l'écran, parce que je pense que vis-à-vis de ma voix, il y a des gens qui se disent « Oh, il a mon âge !» Le mec, il est à 23 ans, tu vois. Le mec, il me dit « Oh, ben, le mec de Cinephase, il a mon âge !» Non, j'ai 10 ans de plus. Et ça joue tout. Sur le rapport générationnel vis-à-vis des films, ça joue tout. Il y en a qui vénèrent le Spider-Man, je sais plus combien, là, No Way Home, ou Black Panther. Moi, je vois ces films, au revoir. Si je veux avoir un film avec des blagues, je vais voir Do the Right Thing ou je sais pas moi, un bon film avec Denzel Washington. Je vais pas avoir un truc pareil. Donc là, il y a un problème générationnel. Le mec ne s'est absolument pas posé la question, est-ce que ce serait pas générationnel? Bien sûr que ça l'est. Je peux pas je peux pas aligner mes goûts sur plus de 10 ans exactement de la même façon que les autres. Donc c'est normal, il y a du changement parce que ça fait tellement longtemps que je suis là. Je peux pas rester le même tout le temps. Ça paraît évident. Moi, je comprends pas qu'on me le reproche. C'est une affaire d'accepter qui est des choses différentes, qu'on porte des discours différents sur des œuvres qu'on aime, qu'on n'aime pas. Ça n'a rien à voir avec la condescendance.
c'est une affaire de génération et c'est une affaire de parcours de vie. Suis-je méprisant vis-à-vis de certains films? Ah, certainement. Je ne suis pas la génération visée par ces films-là. Et je trouve que factuellement, il y a des vrais problèmes. Et là, je suis prêt à en discuter. Fallait rien en situation, absolument, Arthur. Moi, je suis prêt à en discuter avec les gens. Mais à en discuter, si les mecs ils veulent se confronter à moi vis-à-vis d'un film, on le regarde ensemble et on se met sur Discord, puisque maintenant j'ai Discord, on se met en vocal et on discute vraiment. Hein, c'est-à-dire pas par des messages interposés qui n'en finissent pas. On discute vraiment en vocal. Hein, et là, on va voir. Mais à un moment, c'est gênant en fait. J'aurais beaucoup aimé qu'on en discute directement, je veux dire, en chat vocal et tout ça, parce que moi je serais prêt à discuter, à recevoir le fait qu'il y a quelqu'un qui est vraiment pas d'accord avec ma façon de faire ou ma façon de voir en fait un film, et qui me le dise. Et moi je n'ai repoussé aucune question en 10 ans d'FAQ, j'en ai repoussé aucune. Mais j'ai jamais viré une question parce que elle était... Alors, par contre, si c'est des trucs sur ma vie privée, ça me regarde. Donc ça, j'ai le droit de les enlever. Mais vis-à-vis du cinéma, de me dire que je suis écrit et tout ça, la personne aurait totalement pu venir me le dire en commentaire ou en chat vocal, et moi je lui aurais répondu, je me serais pas défilé, je lui aurais dit, voilà. Donc là, je profite. Alors, c'est un petit peu, comment dire, la personne, elle verra peut-être, hein, la réponse après coup, et elle m'en voudra. Mais bon, dans ce cas-là, elle aurait dû me dire en message privé, moi je trouve que tu as changé, moi j'aime pas trop, et moi je lui aurais répondu et tout ça. Là, il le met en public, très bien, je lui ai répondu en public, mais je souhaitais revenir sur cet aspect-là, parce que c'est vrai que c'est un aspect qui est lié aux 10 ans. C'est que sur une longue période, maintenant, je propose un contenu sur le cinéma. Donc pour moi c'est aussi quelque chose qui doit arriver, c'est qu'il y a un changement dans notre façon d'aborder le cinéma, dans notre rapport aux connaissances. World Cora, tu évoques justement, toi et Dudu, vous avez un background académique et la passion de cinéphile absolument. En effet, on a un background académique, peut-être moi encore plus que Durandal, puisque j'ai fait une université, donc je suis peut-être trop formaté, pour le respect de certains termes et tout ça. Mais c'est tout à fait normal de changer sur une aussi longue période sur le rapport critique, surtout où on est quand même dans un flux où on est sollicité pour voir des films, pour en parler régulièrement, donc des fois on n'a pas le temps de laisser gamberger les choses. Mais moi je trouve être aigri, c'est tout à fait normal vis-à-vis de comment je suis, et encore aigri, franchement, comme je l'ai dit dans le commentaire de réponse, généralement, là, sur vraiment beaucoup de films que j'ai critiqués ces dernières années, très rares sont les fois. Alors autant je peux me permettre d'être méprisant aigri quand c'est une fois par an, pour les FAQ justement, où là vous souhaitez quand même pas que je que je foute un masque devant ma pensée. Vous souhaitez quand même avoir un petit peu mon avis, pas cru, mais sincère. Vous souhaitez que je sois sincère. Si je suis aigri, je dois être sincèrement aigri sur un sujet. Mais là, sur le choix des films, vraiment, ces dernières années, je fais des choix de films où j'ai envie d'en parler, où j'ai envie de vous faire découvrir des petits films. Par exemple, La petite prairie au boulot. Là, sur cette ancienne déportée qui revient en Allemagne et tout ça, ou en Pologne, je sais plus, j'avais envie d'en parler parce que c'est un film que j'avais vu au cinéma. Je vous en ai parlé, voilà, d'une petite critique toute simple, toute légère. J'avais envie d'en parler. Voilà, il ne s'agissait pas d'avoir un rapport aigri avec un petit film. Non, c'était une petite vidéo, une petite voix pour un petit film, mais j'avais envie d'en parler. On voit les dernières vidéos. Quelle serait la dernière vidéo où j'étais pas vraiment d'accord, où j'ai eu un peu de mal City Hall, c'était pas évident, mais avec le travail qu'on a fait avec Samir et Jules sur Microciné, et le fait que je l'ai bien revu, j'ai pris des notes, j'ai lu des interviews, beaucoup d'interviews, ça m'a fait mieux appréhender le film, et je vous en ai fait plutôt une bonne présentation de City Hall. Mais le dernier film où je pourrais dire que c'était pas très bien et tout ça, Jack et le chasseur de géants, c'était une très très vieille critique. Mais voilà, par exemple, Ben-Hur 2016. Ben-Hur 2016, ce n'était pas un bon film, mais j'ai pris le temps à déployer un argumentaire, à proposer aussi une comparaison avec le Ben-Hur de 59. J'ai pris 43 minutes pour vous exposer les propos. De même que Dune, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans Dune. J'ai pris le temps de vous préciser les choses, d'être un peu méthodique dans la mesure du possible. Voilà, ça c'est un travail que moi j'aime beaucoup faire, et c'est pas du tout être aigri.
c'est essayer d'être objectif, de voir sur le fonctionnement d'une scène, le fonctionnement d'enjeux de scénario, comment ça se fait que quelque chose ne puisse pas atteindre le spectateur, ne puisse pas fonctionner, et trouver le mécanisme, le rouage qui coince. Et donc ça nécessite de lire beaucoup, déjà, de qu'est-ce qui coince, pourquoi ce serait que moi, enfin, comment je veux dire, pourquoi je dirais que cette chose coince alors que ça pourrait venir que de moi. C'est là où je dois faire aussi un travail de collecter beaucoup de critiques, d'avis, pour me rendre compte qu'à certains endroits, tu as toujours les mêmes remarques qui reviennent. Et je me dis, tiens, cette remarque-là, elle revient dans une vingtaine de critiques, ça veut dire que c'est un truc qui, pour un public, de façon générale, sur ma statistique de quelques critiques, coince vraiment. Et du coup, là, je me dis, je vais appuyer dessus, je vais voir s'il en sort quelque chose. Il ne s'agit pas pour moi de cynisme. On pourrait dire, tiens... Valérian, il est cynique. Je dirais plus que je suis dans une sorte de lassitude. Voilà, de lassitude fatiguée, d'un ennui, un ennui fatigué. Mais parce que je ne suis pas assez stimulé. Il y a peu de films qui arrivent à me stimuler. Elvis, par exemple, m'avait stimulé. Il y a beaucoup de films que je rejette, qui m'indiffèrent. C'est ça. C'est pas le terme de rejet. C'est les films qui m'indiffèrent. Je les termine et je les oublie rapidement. Maxime, tu me dis, je viens d'avoir 40 ans et je suis assez aigri sur les blockbusters de ces dernières années. Je pense que c'est normal. Ce sont des choses qu'on a déjà vues, en moins bien. Oui, après, il faut jamais désespérer. On attend, tu sais. Donc c'est plus une affaire de maintenant savoir ce qu'on veut et attendre les choses arriver. Mais, tu vois, on attend presque d'un film, enfin d'une année de cinéma qu'elle soit en flux tendu de formidables films qu'on va tous apprécier. Or, c'est pas le cas. Donc, il faut peut-être raisonner dans une forme de non-flux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à aller au cinéma ou à voir un film incroyable toutes les semaines. Il faut se conditionner à se dire, ce flux de films ininterrompus entre les salles de cinéma et Netflix et je sais pas quoi encore, faut pas que j'y sois accoutumé. Et en cela, quand tu as attendu 3 mois pour voir un très bon film, tu dis, oui, ok. Alors qu'il y en a qui se diront, putain, ça fait 3 mois que j'ai de la merde, enfin un bon film. Et c'est ça la différence. Tu ne t'accoutumes pas à te sentir obligé de regarder beaucoup de films parce qu'il y a un flux d'informations de films médiatisés, j'entends par là, de matraquage aussi. Tu peux attendre 6 mois pour le prochain film de je sais pas quoi que tu attends beaucoup, ce sera pas un problème. Parce que tu te sens pas obligé de compléter en fait ce vide par des films mauvais. Après, moi j'ai tellement de films à voir, de tellement d'années, de trucs que... Moi, je complète tout, et puis des fois, j'équilibre, vous voyez. Là, en ce moment, je suis en train de compléter des listes, et j'ai vu quelques films intéressants, et d'autres films qui étaient beaucoup moins bien. Mais j'ai vu hier un film exceptionnel qui s'appelle Threads, de 1984, de Michael Jackson, sur la bombe nucléaire et les retombées radioactives. Alors là, le film exceptionnel, au montage exceptionnel. Un film télé, un film pour la télévision anglaise. Franchement... chapeau, hein. Vraiment très emballé. J'ai vu aussi un autre film, j'en ai fait un peu de la pub sur Twitter, puisque pour ceux qui ne savent pas, j'ai Twitter, vous pouvez trouver les liens dans la description. J'ai vu Hutu, donc le film sur les espèces de rébellion maori contre le gouvernement anglais. Très très bien le film aussi. C'est fait par le même réalisateur qui a fait The Quiet Earth, qui à un moment avait été, je crois, conseillé par le Fossoyeur de film dans une ancienne chronique. Très très bien, Hutu. Donc U-T-U, Hutu. Donc c'est juste une affaire de se battre contre le flux de films soi-disant indispensables à regarder. Parce que quand on regarde les flux aujourd'hui, films chef-d'œuvre, films incontournables... Quoi? T'as pas vu Black Panther? Oh là là, tu viens de louper une expérience cinématographique. Hein? Armageddon Time, le blockbuster. Comme j'ai lu ça sur Twitter. Maintenant, je regarde sur Twitter, il y a des trucs complètement aberrants sur Twitter. Hein. Non seulement une faune, hein, mais une flore, des sujets, mais qui sont complètement fous. Alors, je comprends qu'il y a des gens qui partent de Twitter. Hein. C'est complètement baboule. Hein. Alors, j'essaye de pas trop répondre à des trucs qui m'agacent ou des trucs pour essayer de rester discret. Alors j'ai pas beaucoup de followers, mais en attendant, je sauvegarde ma santé mentale.
Arthur, j'ai dit Michael Jackson. J'ai dit Michael Jackson. Oui, Mick Jackson, oui, en effet. J'ai peut-être mal prononcé. D'ailleurs, Freds, c'est une suggestion de la vidéo de Mathieu Blom sur les films de fin du monde. Je donne à César ce qui était à César. Je ne l'ai pas trouvé par hasard, c'est via la vidéo de Mathieu Blom.